l'Acadie Nouvelle et CKRO vous présentent le balado Les Top 5. François Gravel, éditorialiste à l'Acadie Nouvelle, bonjour à toi. Bonjour Michel, c'est le retour des balados, les top 5 de l'année. On avait fait la même chose l'année dernière, si tu te souviens. Ça avait été un grand succès. Nos auditeurs en redemandaient si bien que nous avons finalement préparé 10 autres balados pendant l'année qui a suivi, Michel. Mais là, aujourd'hui, ce n'est pas le micro et la plume, ce sont nos top 5. Nous allons présenter les événements qui ont marqué 2025. Une année qui a été toute sauf ennuyante, Michel, comme nous allons le redécouvrir dans les prochaines minutes. Pour l'éditorialiste que tu es et avide d'informations que je suis, commençons avec le 5e rang, la 5e place. François, tu as retenu la controverse entourant la décision des cafétérias. On se met le nez dans les cafétérias aujourd'hui, de présenter dans les cafétérias donc des écoles, des menus et de la viande 100% halal. Je vais te faire un aveu aujourd'hui, Michel, peut-être même une révélation pour toi et nos auditeurs. Intéressant. Je suis vieux. Tellement vieux, Michel, que j'ai fréquenté le système scolaire dans les années 80 à une époque où on enseignait encore la catéchèse dans les écoles. Tu me ramènes. T'es pas tout seul dans ta chaloupe. Et j'ai même vécu la transition, là. Il y a eu une année où on avait un cours de catéchèse et je pense que les parents pouvaient demander à ce que leur élève soit exempté, mais la dernière année pendant laquelle ce cours-là était offert dans le système scolaire, la note ne comptait pas dans le bulletin. Alors je me souviens, on avait des devoirs à remettre. Certains collègues de classe se contentaient de barbouiller leurs feuilles. Ils avaient compris qu'ils pouvaient le faire parce que la note ne comptait pas de toute façon. Et l'année suivante, le cours cessait d'être offert. La religion sortait des écoles. Bonsoir. Tout ça pour dire, cette grande parenthèse-là, que le district scolaire francophone du Sud, quand il a annoncé avec grande fierté que ses menus seraient désormais préparés en respectant des préceptes religieux, c'est certain que ça allait causer un certain malaise. Et le plus étonnant là-dedans, c'est que le district scolaire n'a jamais vu ça venir. Clairement, les dirigeants ont vu là une preuve d'ouverture, d'inclusion. Ça s'est vu comme ça au début. Peut-être même une façon d'améliorer leur image publique, là, qui sait, mais ils ont plutôt plongé dans une controverse sur la place de la religion dans les écoles, un dossier qu'on croyait réglé depuis longtemps. Oui, qu'on croyait réglé depuis longtemps. Donc, ça fait en sorte, François, que le district scolaire a reculé dans ce dossier. Oui, Michel, et pour être clair, il se peut qu'il y ait encore de la viande halal dans les cafétérias des écoles. Il y en avait déjà avant la grande annonce du district scolaire. Il y en a peut-être aujourd'hui même dans une ou plusieurs cafétérias, mais le district scolaire Sud n'en fait plus une règle. Il n'exige plus de viande halal. Il ne vérifie pas si la viande qu'il sert est halal ou non. Il achète la viande de ses fournisseurs, comme il l'a toujours fait par le passé, en fonction de la qualité, du prix, sans s'interroger si des préceptes religieux ont été suivis ou non. Dossier réglé, Michel, mais je me demande quand même si ce n'est pas cette controverse qui a mené accidentellement à une autre petite crisette sur la nourriture, sur l'immigration, sur des accommodements mais raisonnables. Et j'inclus tout ça dans ce dossier-là, ici, dans cet événement de l'année. Cette fois, à Shippagan. Est-ce que tu sais de quoi je parle, Michel? Vas-y, guide-nous. La décision de Tim Hortons Canada de retirer de son menu le sandwich jambon-fromage et le fait qu'à Shippagan, certaines personnes ont cru, erronément, j'insiste là-dessus, que le sandwich en question a été retiré pour accommoder des employés issus de l'immigration et qui, pour des raisons religieuses, auraient supposément refusé de préparer le sandwich en question. Peut-être une des controverses les plus ridicules de l'année. Ça va vite. Mais je l'inclus dans tout ça parce que, avec la viande halal, je crois que jusqu'à un certain point, ces deux histoires-là sont liées, Michel. Je ne suis pas certain que le sandwich jambon-fromage de Tim Hortons serait devenu un enjeu d'actualité pendant quelques jours s'il n'y avait pas eu, seulement un mois auparavant, l'histoire de la viande halal dans le Sud-Est. Alors, tout ça, c'est un même enjeu, l'immigration, le Nouveau-Brunswick qui change et notre capacité collective à s'adapter et à vivre les uns et les autres. Voilà. Et j'ajoute en même temps, Michel, que personnellement, je l'aimais bien, moi, le sandwich jambon-fromage du Tim Hortons. Je suis certaine, ça nous donne un peu une vision aussi de où est rendu certains coins de nos communautés quant à peut-être l'adaptation à ces nouveaux arrivants, à recevoir les autres, à regarder un peu ce qui est de différent. Le Nouveau-Brunswick change. On change. Tout le monde change, même si on est vieux. 4e position. Là, tu nous amènes dans la région de Sackville. Comme le Père Noël qui se promène un petit peu partout à travers la planète, toi, tu te promènes à travers le Nouveau-Brunswick, direction Sackville, François, la construction d'une centrale thermique. Ben là aussi, là, ça a grenouillé. Il y a des gens qui ont fait valoir leur point. Et c'est un des événements que tu as retenu cette année. Un dossier qui a peut-être un petit peu moins retenu l'attention de certains de nos auditeurs francophones, puisque la centrale se reconstruit dans une région à forte majorité
anglophone, quoique le dossier touche aussi les régions acadiennes. Ouais. Il y a eu une réunion publique à Memramcook qui a attiré beaucoup de gens, tous inquiets de l'impact de la construction d'une centrale énergétique polluante sur la qualité de l'air qu'ils respirent, ainsi que sur leurs sources d'eau potable et la nappe phréatique. Mais il y a aussi un enjeu majeur pour toute la population du Nouveau-Brunswick, parce qu'on nous explique que si rien n'est fait, Énergie NB pourrait ne plus être en mesure de suffire aux besoins de toute la population pendant les mois d'hiver, là, en particulier quand on a des grands pics de consommation. Ça pourrait vouloir dire, hypothétiquement, des coupures intermittentes et planifiées de courant. Énergie NB pourrait nous dire, par exemple, cette nuit, de telle heure à telle heure, nous allons temporairement couper l'électricité dans telle ou telle région. On n'en est pas là, mais ce sont des scénarios qui sont à l'étude présentement. Et l'ennui avec tout ça, c'est que pour produire plus d'énergie, pour une population qui est en forte croissance au cours des dernières années, notamment en raison de l'immigration, on vient d'en parler, il faut aussi construire une centrale pour la produire, cette énergie-là, et c'est là qu'on tombe dans le pas dans ma cour. Et je dis ça, Michel, pas dans ma cour, sans forme de jugement aucune. Si on me dit à moi, personnellement, qu'il faut construire une centrale thermique polluante, mais qu'on n'a pas le choix parce que sinon on va manquer d'électricité, eh bien, je hausse les épaules, je fais preuve de compréhension. Je dis oui, bien sûr, je comprends. Mais si on me dit qu'elle va être construite dans mon quartier ou dans ma communauté, pas loin de chez moi, il se peut que je m'y objecte avec plus de force. Hein. Et c'est un peu ce qui est en train de se passer, je pense, dans la région de Tantramar. Tu as fait référence à ton âge, j'ai fait référence à la mienne. On est de notre époque et en 2025, il y a des compagnies, des industries, un secteur un peu différent qui commence à s'installer. Et on peut peut-être parler de l'intelligence artificielle, même la crypto-monnaie. C'est très énergivore. Est-ce que c'est en ce sens aussi, ces entreprises ont besoin beaucoup d'électricité? Est-ce que tout ça peut être relié? Quelle est ta vision de tout ça? Ma vision, Michel, c'est que la mission première d'Énergie NB, c'est de produire suffisamment d'électricité à prix raisonnable pour l'ensemble de la population. Pour nous. Ça inclut évidemment nos entreprises. Et si Énergie NB peine à remplir ce mandat, eh bien, elle doit apprendre à faire des choix. Ou alors le gouvernement du Nouveau-Brunswick doit faire des choix à sa place. Et 2025, c'est l'année où la première fois, on a parlé de la possibilité de manquer d'électricité. C'est majeur là, comme information. Et je trouve que ça n'a pas assez fait réagir autant que ça le devrait. Et c'est pendant ce temps-là que le ministre René Lagacé nous a permis, lui, et c'est là que je te rejoins, Michel, de permettre à la région de Saint-Jean la construction d'un centre de données pour l'intelligence artificielle qui va consommer l'équivalent de la moitié de l'énergie qui va être produite dans la nouvelle centrale thermique de Tantramar. La moitié. La moitié, Michel. C'est pas rien, François. Alors, on revient de nouveau ici avec le concept de l'acceptabilité sociale. Dire à des gens, on va construire une centrale thermique près de chez vous, elle est nécessaire pour chauffer tout le monde cet hiver, ça passe déjà difficilement. Mais si on dit à ces gens-là, on construit une centrale thermique chez vous et en même temps, on va construire un entrepôt à Saint-Jean avec des ordinateurs et des serveurs qui vont consommer la moitié de la production de la centrale, ça passe pas mal moins bien. Je t'écoute et je t'entends, François, nous parler d'énergie, de vente. Ça me rappelle un peu l'époque de Sean Graham, à l'époque où on avait lancé cette possibilité qu'Énergie Nouveau-Brunswick pourrait peut-être être rachetée par Hydro-Québec. Oh oui, que de souvenirs. Et je fais partie de ceux, Michel, et je l'ai déjà dit et je le répète, qui croient que c'était une occasion ratée pour le Nouveau-Brunswick et qu'on aurait dû vendre. Et on le voit toutes ces années plus tard, les défis de Énergie NB, tant pour l'endettement que la production d'électricité. On paye le prix encore aujourd'hui et on va le payer longtemps, le prix de cette vente ratée. Troisième place maintenant, François, troisième position, tu as retenu ce qui est la nouvelle politique la plus importante de 2025. Vas-y, fais-toi plaisir. Oui, Michel, la réélection du gouvernement libéral avec à sa tête un nouveau premier ministre en remplacement de Justin Trudeau, Mark Carney. Les gens oublient à quel point, parce que la mémoire est une faculté qui oublie, à quel point c'est une méga surprise que les libéraux, usés après 10 ans de pouvoir avec un premier ministre Trudeau qui était détesté, ont réussi à se faire réélire avec un nouveau chef. C'est ce qui m'a fait dire un peu à la blague dans un autre balado, celui où on distribuait les notes, Michel, que Mark Carney mérite la note de A+, non pas pour son bilan, pour ses accomplissements, mais en raison de l'extraordinaire exploit qu'il a accompli. Je faisais partie de ceux qui croyaient, Michel, que tous les aspirants à la succession de Justin Trudeau, y compris Mark Carney, devaient prendre une décision. Est-ce qu'ils veulent devenir l'un des premiers ministres à être resté en poste parmi les moins longtemps dans l'histoire du Canada, ou prendre les rênes du Parti libéral du Canada à plus long terme, mais pendant 4 ans dans l'opposition.
Même pour Mark Carney, je ne voyais pas un chemin dans lequel il pouvait remporter les prochaines élections. Et c'est pourtant exactement ce qu'il a accompli. Et non seulement il est passé à seulement une poignée de sièges d'obtenir une majorité, ce qui aurait, à mon avis, signé l'arrêt de mort de la carrière politique de Pierre Poilievre. Je ne peux pas imaginer là, qu'il aurait pu rester chef du Parti conservateur pendant 4 ans dans un gouvernement Carney minoritaire. Donc, à une poignée de sièges seulement, et ça pourrait même changer dans les prochains mois. Moi, je crois qu'on va attendre au vote de confiance pour Pierre Poilievre au mois de janvier. Il risque d'y avoir des députés conservateurs qui auront à prendre des décisions si Pierre Poilievre est reconduit. Oui, parce qu'il ne faut pas deux choses ici. Là. Ouais. D'abord, il y a plusieurs députés conservateurs qui n'aiment pas Pierre Poilievre à la base, mais qui acceptaient son leadership cassant, disons, parce qu'ils étaient certains de gagner les prochaines élections et de devenir peut-être ministre. Ce n'est plus le cas. Ils sont dans l'opposition présentement. L'autre grand changement, c'est que Justin Trudeau était un immense repoussoir pour tous ces conservateurs-là. Ce n'est pas le cas de Mark Carney, qui a beaucoup ramené le Parti libéral au centre, qui ressemble un peu à un ancien Parti progressiste conservateur. Il existe une blague en politique, je donne le crédit à Jacques Poitras de la CBC là, pour me l'avoir apporté récemment à mon attention, et ça va comme suit, Michel. Vas-y. Au Parti libéral, nous avons des valeurs. Mais si vous ne les aimez pas, on peut s'en trouver d'autres. et c'est l'une des raisons qui font que le Parti libéral du Canada est si souvent au pouvoir. Sa capacité d'adaptation, sa capacité de montrer le visage que les électeurs veulent voir et entendre. Mark Carney est devenu premier ministre en promettant de combattre Donald Trump, mais le conservateur Pierre Poilievre, lui, il n'est pas devenu premier ministre parce qu'il ressemblait trop à Donald Trump aux yeux des électeurs. Et surtout, il n'a jamais pu s'adapter, ni sa campagne, ni son message pour rassurer ces gens-là. Pour Mark Carney, par contre, ça va plus loin que ça. Il a pris, je rappelle, un parti libéral qui était très à gauche sous Justin Trudeau pour en faire un parti qui ressemble à un parti maintenant conservateur. Peut-être pas le parti conservateur très à droite de Pierre Poilievre, mais quand même un parti de centre-droit. Et il a fait ça avec des députés, des ministres qui ont appuyé la taxe carbone, des mesures environnementales plus strictes, en particulier vis-à-vis de l'industrie pétrolière, et qui aujourd'hui acceptent tout ça sans broncher ce changement de cap-là. La grande exception étant bien sûr l'ancien ministre de l'Environnement, Stephen Guilbeault, qui a remis sa démission à la suite de l'entente avec l'Alberta pour la construction d'un oléoduc et qui signe en quelque sorte l'arrêt de mort de la vision que M. Guilbeault a contribué à bâtir. Mais il reste quand même en place, M. Guilbeault, et il conserve son appui au Parti libéral et à Mark Carney. Si les libéraux avaient beaucoup plus de sièges, je ne crois pas que M. Guilbeault aurait la même fenêtre pour s'exprimer. Oui et non, Michel. Les députés d'arrière-ban, normalement, ont plus de liberté que les ministres. Et M. Guilbeault est un cas spécial. Cet homme-là s'est vraiment lancé, je pense, en politique pour l'environnement. Je ne peux pas croire qu'il aurait avalé cette couleuvre-là, même dans un gouvernement majoritaire. Que nous réserve cette deuxième position de ce top 5? François, quel secret ou quelle cachette nous fais-tu encore une fois? En deuxième position, Michel, j'ai identifié la bataille du gouvernement de Susan Holt pour réduire le prix de l'essence. Une bataille qui a pris différentes formes au cours de l'année et qui a en fait débuté en 2023, quand la chef libérale Susan Holt, en 2024, pardon, quand elle a promis de supprimer l'ajusteur carbone de Blaine Higgs, immédiatement, et de réduire du même coup le prix à la pompe. Et le mot « immédiatement » était clairement de trop. Ça a pris 1 an au gouvernement Holt pour y arriver. Et encore, ça s'est fait au prix de multiples détours. Un sujet très compliqué. Je vais essayer courageusement, Michel, de démêler tout ça aujourd'hui, le plus simplement possible. Donc, l'ajusteur carbone, d'abord, c'est quoi cette patente-là? Une mesure adoptée par le gouvernement Higgs en réponse au règlement fédéral sur les combustibles propres. Et ça, ce règlement-là, ça impose des coûts aux producteurs de carburant, comme Irving Oil, en les poussant à investir pour réduire la pollution. Donc, le but, c'est que ce soit plus coûteux de polluer que de ne pas polluer. C'est donc une sorte de taxe carbone pour les entreprises. Au Nouveau-Brunswick, par contre, ce coût-là supplémentaire a été refilé directement aux automobilistes à travers un calcul, et c'est ça qu'on appelle l'ajusteur carbone. Sans l'ajusteur carbone, sans le règlement d'énergie propre, le coût de l'essence coûterait environ 8 cents le litre moins cher qu'actuellement. Alors, le gouvernement Holt a voulu supprimer cet ajusteur carbone-là, ce cadeau de Blaine Higgs. La commission qui fixe les prix de l'essence a réagi en augmentant le prix de l'essence du même montant pour protéger la marge bénéficiaire des détaillants. Donc, fini l'ajusteur carbone, mais le prix de l'essence est quand même resté le même, mais temporairement seulement. Temporairement, sauf que le prix de l'essence a quand même fini par baisser. Le gouvernement Holt a eu en quelque sorte le dernier mot dans ce dossier-là, Michel, et c'est grâce à un fonctionnaire anonyme, on ne sait pas c'est qui, on le salue par contre, s'il nous écoute, Ça doit. qui a découvert quelque chose.
Il y a deux types d'essence qui sont vendus généralement au Nouveau-Brunswick. L'essence traditionnelle et l'essence qui porte le nom de E10 et qui comprend de l'éthanol. Tout le monde, y compris moi-même, on ignorait ça jusqu'à tout récemment. L'essence E10 coûte moins cher que l'essence traditionnelle. Les prix fluctuent, des fois un peut coûter plus cher que l'autre, mais présentement, la différence de prix, c'est d'environ 5 cents le litre, et c'est cette essence-là qui est vendue présentement un peu partout au Nouveau-Brunswick. Le carburant E10, moins cher que l'essence traditionnelle. Sauf que la commission qui fixe les prix de l'essence utilisait plutôt le prix plus cher de l'essence traditionnelle dans son calcul. Ah ben. Avec pour résultat que les automobilistes payaient leur essence trop chère. Et je te laisse deviner, Michel, qui empochait la différence. Et un indice, ce n'est pas le détaillant au coin de la rue, ce n'est pas la station-service, ce sont des plus gros poissons qui encaissaient la différence dans leur poche. Alors, il y a un fonctionnaire, après Fredericton, qui a compris le problème, qui a convaincu le gouvernement Hall de forcer la commission qui fixe les prix à faire son calcul autrement, cette fois-ci avec la fameuse essence E10, moins cher. Et c'est comme ça que du jour au lendemain, le prix de l'essence a diminué de beaucoup tout récemment. Là. Et quant au fonctionnaire en question, bien, je pense qu'il va passer un beau Noël. C'est quand même pas tous les jours que nos décisions permettent à des dizaines de milliers de personnes de sauver de l'argent de cette manière. Ho, ho, ho. C'est un beau cadeau. Et on va surveiller ça l'année prochaine, parce que le gouvernement Holt a pris cette décision-là, mais ça ne fait pas l'affaire des pétrolières. Bizarre. Et elles ont déjà annoncé qu'elles réfléchissent à la réplique. Réfléchissez à votre réplique. Première position, enfin, François, le moment. Quel est, selon toi, l'événement de l'année dans notre si belle province, le Nouveau-Brunswick? L'année dernière, Michel, ça n'avait pas été difficile de répondre. Non. Le choix s'imposait tout seul. Souviens-toi, la défaite de Blaine Higgs, la victoire de Susan Holt. Cette année, le choix n'était pas aussi évident, mais il n'a pas été honnêtement beaucoup plus difficile. Et ce sera d'ailleurs aussi l'événement de l'année 2025, tel que décrété par le comité éditorial de l'Acadie Nouvelle. Et je parle ici des incendies de forêt qui ont frappé de plein fouet le Nouveau-Brunswick. Hein. Ça fait plusieurs années qu'on voit de graves feux de forêt, mais c'était toujours lointain. La Californie, la Colombie-Britannique, l'Ouest canadien, Fort McMurray, tu te souviens, Michel, la ville avait dû être évacuée. Mais le Nouveau-Brunswick n'était pas vraiment touché. Il y a des feux de forêt à chaque année au Nouveau-Brunswick, là, bien sûr, mais rien d'une ampleur comparable. Et ça, même si on est une province forestière, hein, des villes, des villages entourés d'arbres. Ce n'est pas ça qui manque au Nouveau-Brunswick. Et c'est probablement un miracle qu'on n'avait pas encore eu d'événements dramatiques. Là. Peut-être le fait qu'on a eu quelques années pluvieux au cours des dernières années, mais pas cette fois-ci. On a vu des incendies majeurs aux portes de Moncton et de Miramichi, des résidents qui ont été sous le coup d'une possibilité d'avis d'évacuation. Et ce qui est encore le plus inquiétant, c'est qu'il s'agit possiblement de la nouvelle normale. On va peut-être vivre ça chaque année maintenant, ou encore toutes les quelques années, des menaces d'incendies de forêt. Des semaines et des semaines de sécheresse. Quand on traverse la région de Miramichi, on le voit vraiment, ça nous frappe. Là, pour les gens qui ont fait de la route au cours des derniers mois, on voit un peu l'impact et des fois, c'est le visuel qui frappe. C'est le visuel qui nous fait réaliser un petit peu que qu'est-ce qui se passe? Est-ce que notre planète est en train de changer? Quel est ce changement? Que pouvons-nous faire? Et on peut comprendre aussi maintenant les autres communautés à travers le Canada de vivre avec ces incendies et cette incertitude. La planète change, puis au Nouveau-Brunswick, je pense qu'on s'en est aperçu plus que jamais au cours de l'été qui vient de se terminer. Très sec. Sécheresse dont les effets, tu viens de le dire, Michel, se sont fait sentir, se font encore sentir, même si les incendies sont éteints maintenant. L'Acadie Nouvelle a publié récemment un reportage dans lequel on apprenait que les compagnies de forage, celles qu'on appelle pour creuser un nouveau puits ou pour creuser son puits plus en profondeur, sont ensevelies sous la demande présentement. Partout, on retrouve des gens dont le puits est à sec ou pratiquement à sec en raison de la sécheresse qui ne voulait pas se terminer. Là. Pendant l'été, on a vu des municipalités imposer des restrictions à l'utilisation de l'eau potable. Par exemple, interdit d'arroser sa pelouse. Dans certains endroits, les restrictions étaient volontaires. On encourageait les gens à les respecter. Dans d'autres, c'était obligatoire. Mais aussi, on s'est aperçu à l'automne, alors que la canicule était derrière nous, que même si la météo était devenue plus agréable, il ne mouillait toujours pas. Là. Voilà. Ça s'est poursuivi, cette sécheresse-là, pendant l'automne. Encore heureux qu'on a eu un début d'hiver froid avec de la neige, parce qu'eux aussi vont peut-être devenir de plus en plus rares là, à mesure que les années vont passer. Les étés de sécheresse aussi pourraient devenir plus nombreux qu'on le pense. Et ça me rappelle une petite nouvelle, Michel, qui date de 2024. Le conseil municipal de Bertrand qui a tourné le dos à un projet de 12 millions de dollars subventionné à 93 % par le fédéral et le provincial pour doter Bertrand
d'un système d'aqueduc et d'égouts sanitaires. C'était trop controversé parce qu'une majorité de citoyens possèdent déjà un puits. Ouais. Et ils ne voyaient pas l'utilité de payer le gros prix pour se brancher à un nouveau système d'eau et d'égouts. Et je me demande si ces gens-là ne vont pas finir par regretter leur choix dans quelques années. À quand le retour des tireurs d'eau pour trouver ses veines dans la terre? C'est ce qui complète le top 5 Acadie Nouvelle CKRO, les événements de l'année. François Gravel, merci de ta présence. Merci beaucoup tout le monde d'avoir été là avec nous pour ce balado du top 5 des événements de l'année. Je vous invite à écouter aussi nos autres balados de la série Les Top 5 là, avec nos choix pour les personnalités culturelles, nos personnalités sportives et surtout nos personnalités médiatiques de l'année. Et je profite de l'occasion pour inviter nos auditeurs à s'abonner à la page YouTube de l'Acadie Nouvelle. Vous y trouverez l'ensemble des balados, les top 5, mais aussi le micro et la plume. Merci Michel, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode.